Mark Twain, le legs de 30 000 $. Lakeside était un petit village de 3 à 4 000 habitants. On pouvait même le qualifier de joli pour un village du Far West. Les facilités religieuses eussent été assez nombreuses pour une ville de 35 000 âmes. C'est toujours ainsi dans le Far West et dans le Midi, où tout le monde est religieux et où toutes les sectes protestantes sont représentées par un édifice particulier. À côté de cela, les différentes classes sociales étaient inconnues à Lakeside, inavouées en tout cas. Tout le monde connaissait tout le monde et son chien, et la sociabilité la plus aimable y régnait. Saladin Foster était comptable dans un des principaux magasins et le seul de cette profession à Lakeside qui fut bien salarié. Il avait 35 ans et était dans la même maison depuis 14 ans. Il avait débuté la semaine après son mariage à 400 $ par an. Depuis 4 ans, il avait régulièrement obtenu 100 $ de plus chaque année. Après cela, son salaire était resté à 800 $, un joli chiffre vraiment, et tout le monde reconnaissait qu'il en était digne. Electra, sa femme, était une compagne capable, quoiqu'elle aimât trop, comme lui, à faire de beaux rêves et à bâtir des châteaux au pays des songes. Et la première chose qu'elle fit après son mariage, tout enfant qu'elle fut, c'est-à-dire à 19 ans à peine, ce fut d'acheter un carré de terrain sur les limites du village et de le payer comptant 25 $, soit toute sa fortune. Saladin, lui, n'avait que 10 $ à lui à ce moment-là. Elle y créa un jardin potager, le fit travailler par le plus proche voisin avec qui elle partageait les bénéfices, et cela lui rapporta 100 pourrains par an. Elle préleva sur la première année de salaire de Saladin 30 $ qu'elle mit à la caisse d'épargne, 60 sur la seconde année et 100 sur la troisième et 150 sur la quatrième, le traitement de son mari étant alors de 800 $. 2 enfants étaient arrivés qui avaient augmenté les dépenses. Néanmoins, depuis ce moment-là, elle mit de côté régulièrement ses 150 $ par an. Au bout de 7 ans, elle fit construire et meubla confortablement une maison de 2000 $ au milieu de son carré de terrain. Elle paya tout de suite la moitié de cette somme et emménagea. 7 ans plus tard, elle s'était entièrement acquittée de sa dette et elle possédait plusieurs centaines de dollars, tous bien placés. Depuis longtemps, elle avait agrandi son terrain et en avait revendu avec profit des lots à des gens de commerce agréables qui désiraient construire. De cette façon, elle s'était procuré des voisins sympathiques. Elle avait un revenu indépendant, placement sûr, d'environ 100 $ par an. Ses enfants grandissaient et jouissaient d'une florissante santé. Elle était donc une femme heureuse et satisfaite, heureuse par son mari, heureuse par ses enfants, comme le mari et les enfants étaient heureux par elle. C'est à ce moment que cette histoire commence. La plus jeune des enfants, Clytemnestra, appelée familièrement Clytie, avait 11 ans. Sa sœur Gwendolen, appelée familièrement Gwen, avait 13 ans. C'étaient de gentilles petites filles et assez jolies. Leurs noms trahissaient une teinte romanesque dans l'âme des parents, et les noms des parents indiquaient que cette teinte était héréditaire. C'était une famille affectueuse, d'où vient que ces 4 membres avaient de petits noms. Le petit nom de Saladin était curieux, et pas de son sexe, on l'appelait Sally. Il en était de même d'Electra, on l'appelait Alec. Du matin au soir, Sally était un vaillant comptable et un bon vendeur. Du matin au soir, Alec était une bonne mère, une incomparable ménagère et une femme adroite et réfléchie. Mais le soir venu, dans la douce intimité de la chambre commune, ils mettaient tous deux de côté le monde et son trafic pour aller vivre dans un autre monde plus idéal et plus beau. Ils lisaient des romans, ils faisaient des rêves d'or,
Il frayait avec les rois et les princes, avec les grands seigneurs hautains et les dames majestueuses, dans le tumulte, la splendeur et l'éblouissement des merveilleux palais et des très vieux châteaux. Alors survint une grande nouvelle, une nouvelle étonnante et joyeuse en vérité. Elle arriva d'un district voisin où vivait le seul parent que possédaient les Foster. C'était un parent de Sally, une vague espèce d'oncle ou de cousin au second ou au troisième degré. Il s'appelait Tilbury Foster. C'était un célibataire de 70 ans, réputé à son aise et par conséquent aigri contre le monde et misanthrope acharné. Autrefois, Sally avait essayé de renouer avec lui par lettres, mais il n'avait pas recommencé. Mais un beau jour, Tilbury écrivit à Sally, disant qu'il allait mourir prochainement et qu'il lui laisserait 30 000 $ en espèces. Cela non par affection pour lui, mais parce qu'il devait de l'argent à l'argent toutes ses peines et tous ses soucis, et qu'il désirait le placer là où il en avait bon espoir de le voir continuer son œuvre nuisible. L'héritage serait confirmé dans son testament, etc., et lui serait intégralement payé le lendemain de son décès. Mais cela à condition que ça lui puisse prouver aux exécuteurs testamentaires qu'il n'avait parlé du legs à personne, ni de vive voix, ni par lettre, qui n'avait fait aucune enquête concernant la marche du moribond vers les régions éternelles, et qui n'avait pas assisté aux funérailles. Dès qu'Alec se fut remise de l'émotion intense causée par la lettre, elle écrivit à la ville où résidait son parent pour s'abonner au journal local. Le mari et la femme prirent ensuite l'un devant l'autre l'engagement solennel de ne jamais divulguer la grande nouvelle à qui que ce fût pendant que leurs parents vivraient. Ils craignaient que quelque personne ignorante ne rapportât ces paroles au lit de mort de Tilbury en les dénaturant et en laissant croire qu'ils étaient reconnaissants de l'héritage et que, malgré la défense qui leur avait été faite, ils le disaient et le publiaient. Pendant le reste de la journée, Sally ne créa que trouble et confusion dans ses livres, et Alec ne put s'appliquer à ses affaires. Elle ne put prendre un pot de fleurs, un livre ou un morceau de bois, sans oublier immédiatement ce qu'elle pensait en faire. Car ils rêvaient tous deux au trilli de 30 000 $. Toute la journée, la musique de ces mots inspirateurs chanta dans la tête du joyeux couple. Depuis le jour de son mariage, Alec avait tenu une main ferme sur la bourse, et Sally avait rarement connu le privilège de gaspiller un centime pour des choses inutiles. 30 000 $. La chanson continuait toujours. Une énorme somme, une somme impossible à concevoir. Du matin au soir, Alec fut absorbé par des projets de placement et Sally fit des plans sur la manière de dépenser cet argent. On ne lut pas de roman ce soir-là. Les enfants se retirèrent de bonne heure, car les parents étaient silencieux, distraits et étrangement préoccupés. Les baisers du soir furent donnés dans le vide et ne reçurent aucune récompense. Les parents ne les avaient même pas sentis, et les enfants étaient partis depuis 1 heure quand les parents s'en aperçurent. 2 crayons avaient travaillé pendant cette heure-là à faire des plans et prendre des notes. Ce fut Sally qui, le premier, rompit le silence. Il s'écria, tout transporté. « Oh, ce serait magnifique, Alec! Avec les premiers 1 000, nous aurons cheval et voiture pour l'été, et un traîneau avec une couverture en fourrure pour l'hiver. » Alec répondit avec décision et fermeté. « Avec le capital? Pas du tout, même si c'était 1 million. » Le désappointement de Sally fut grand, et la lumière s'éteignit dans ses yeux. « Oh, Alec, dit-il sur un ton de reproche, nous avons toujours tant travaillé, nous avons été si serrés. Maintenant que nous sommes riches, il semble bien que... » Il n'acheva pas. Il avait vu s'attendrir le regard de sa femme. Son air suppliant l'avait touché.
Elle dit sur un ton de douce persuasion. Mais il ne faut pas que nous touchions au capital, mon chéri. Ce serait trop imprudent. Avec le revenu. Cela suffira, Alec, que tu es bonne et généreuse. Nous aurons un beau revenu. Et si nous pouvons le dépenser, pas tout, mon ami, pas tout, mais seulement une partie, une raisonnable, une petite partie. Mais tout le capital, chaque centime du capital doit être employé en de bons placements. Tu trouves bien cela raisonnable, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Mais il faudra attendre si longtemps, au moins 6 mois avant de toucher les premiers intérêts. Oh oui, même plus peut-être. Attendre plus, Alec, mais pourquoi? Est-ce qu'on ne paye pas les intérêts par semestre? À certains placements, oui, mais je ne placerai pas de cette façon-là. Mais de quelle façon alors? Ben, à de gros intérêts. Gros, ben, voilà qui est bien, mais continue, Alec, explique-toi. Un charbon, les nouvelles mines. Je compte y mettre 10 000. Par Saint-Georges, voilà qui sonne bien, Alec. Les actions vaudraient combien alors, et quand? Au bout d'un an environ. Elles rapportent 10% et vaudront 30 000. Je suis toute renseignée, l'annonce est dans les journaux de Cincinnati. Juste ciel, 30 000 pour 10 000 en une année. Mais mettons-y tout le capital et nous aurons 90 000 $ au bout d'un an. Je vais écrire et souscrire tout de suite. Demain, il pourrait être trop tard. Il courait déjà vers sa table à écrire. Mais Alec l'arrêta et le remit sur sa chaise en lui disant « Ne perds pas ainsi la tête. Nous pouvons souscrire avant d'avoir l'argent, ne le sais-tu pas ?» Sally se calma un peu, mais à la surface seulement. « Mais Alec, nous l'aurons, tu sais, bientôt. Ses peines sont probablement terminées à l'heure qu'il est. Oh, je parierais gros qu'en ce moment on creuse sa tombe. » Alec dit en frissonnant. « Mais comment peux-tu parler ainsi, Sally? Ne parle pas de la sorte, c'est tout à fait scandaleux. » Ah bien, mais qu'on prépare son auréole, si tu veux. Me soucie fort peu de tout l'attirail. Parler tout simplement. Ne veux-tu pas laisser parler les gens? Mais comment peux-tu trouver un plaisir quelconque à parler d'une façon si légère? Aimerais-tu qu'on dise cela de toi avant même que tu sois glacé dans la tombe? Il n'y a pas de danger. De quelque temps, je pense, surtout si ma dernière action avait été de faire cadeau de ma fortune à des gens dans le seul but de leur faire du mal. Mais ne nous inquiétons pas de Tilbury, Alec, et parlons de choses plus terre à terre. Il me semble vraiment que cette mine est le meilleur placement pour toute la somme. Quelle est ton objection? Tous les œufs dans le même panier, voilà l'objection. Très bien, si tu juges ainsi. Et pour les autres 20 000, que comptes-tu en faire? Rien ne presse, je vais regarder autour de moi avant d'en rien faire du tout. Très bien, si tu es décidé, soupira Sally, qui resta quelque temps plongé dans ses méditations. Il y aura donc, dit-il enfin, 20 000 de revenus sur les 10 000 engagés dès l'année prochaine. Oh, nous pourrons dépenser ça, n'est-ce pas? Alec fit un signe négatif. Non, 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 mon chéri, dit-elle. Cela ne viendra pas bien jusqu'à ce que nous ayons touché le dividende semestriel. Nous pourrons en dépenser une petite partie. Une pacotille, pas davantage. Et toute une année à attendre. Peste, sois patient, je t'en prie. Sais-tu que cela pourrait m'être versé au bout de 3 mois? C'est tout à fait dans le domaine des choses possibles. Oh bonheur, oh merci. Sally bondit pour aller embrasser sa femme avec reconnaissance. Nous toucherions 3 000 alors, pense 3 000. Et combien pourrons-nous en dépenser, Alec? Sois généreuse, va, tu seras une si gentille petite femme.
Alex se trouva flattée, si flattée qu'elle céda et abandonna 1000 $, ce qui selon elle était une folie. Sally l'embrassa une bonne douzaine de fois et n'arrivait pas à témoigner toute sa gratitude et toute sa joie. Cette nouvelle marque d'affection fit franchir à Alec les limites de la prudence, et avant qu'elle ait pu se reprendre, elle avait fait une autre concession à son heureux époux, en lui accordant 2000 $ sur les 50 ou 60 000 qu'elle comptait retirer au bout d'une année des 20 000 restants de l'héritage. Les yeux remplis de larmes de joie, Sally s'écria « Oh, je veux te serrer bien fort !» Et il le fit. Il reprit ensuite son bloc-notes et se prit à marquer, pour les premiers achats, les objets qu'il désirait acheter tout d'abord. Cheval, voiture, traîneau, couverture de fourrure, souliers vernis, chien, chapeau de soie, dentier. Dis-moi, Alec. Eh bien, tu fais des comptes, n'est-ce pas? Voilà qui va bien. As-tu trouvé le placement des 20 000 maintenant? Non, ça ne presse pas. Il me faut chercher et réfléchir encore. Mais je te vois faire des chiffres, qu'est-ce que tu combines là alors? Mais il faut bien que je trouve l'emploi des 30 000 qui viennent des mines, n'est-ce pas? Bonté divine, quelle tête, j'aurais jamais songé. Mais comment t'en tires-tu? Où en es-tu arrivé? Pas très loin encore, 2 années ou 3. J'ai placé l'argent 2 fois, une fois dans les huiles et une fois dans les blés. Mais Alex, c'est splendide, et alors à combien arrives-tu maintenant? Je crois, eh bien pour être sûr de ne pas me tromper, à environ 124 000 nets. Oh, mais ce sera probablement plus. Grand Dieu, comme c'est beau! Là, la chance a tourné de notre côté après tant de labeur. Alec, eh bien? Bien, je vais compter au moins 300 $ pour les œuvres des missions en pays païen. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes. Oh, tu ne pouvais faire une plus noble chose. Ah, voilà bien ta nature, mon généreux ami. À cette louange, Sally tressaillit de joie, mais étant juste et honnête, il se dit que le mérite en revenait plus à Alec qu'à lui-même, puisque sans elle, il n'aurait jamais eu tout cet argent. Ils montèrent se coucher, et dans leur délirant bonheur, ils laissèrent la bougie allumée au salon. Ils n'y pensèrent que lorsqu'ils furent déshabillés. Sally eut tort, fut d'avis de la laisser brûler. Ils pouvaient s'accorder cela maintenant, même s'il y avait eu 1000 bougies allumées. Tel ne fut pas l'avis d'Alec. Elle descendit pour l'éteindre, et ce fut même une excellente chose, car en route elle trouva tout à coup une combinaison qui lui permettait de convertir immédiatement ses 180 000 $ en un demi-million. Le petit journal auquel Alex s'était abonné paraissait le jeudi. Il devait faire 1200 kilomètres avant d'arriver du village de Tilbury, et on ne pouvait le recevoir que le samedi. La lettre de Tilbury était partie un vendredi, plus d'un jour trop tard pour que le bienfaiteur ait pu mourir et que la nouvelle paraisse dans le numéro de cette semaine-là, mais c'était largement à temps pour que cela ait la possibilité de paraître la semaine suivante. Donc les Foster furent obligés d'attendre presque une semaine entière avant de savoir s'il leur était arrivé quelque chose de satisfaisant ou non. Ce fut une bien longue semaine et l'attente fut très douloureuse. Ils auraient à peine pu la supporter s'ils n'avaient eu de nombreuses causes de diversion. Nous avons vu qu'ils savaient en trouver. La femme empilait des fortunes sans discontinuer. Le mari les dépensait, ou du moins en dépensait la partie dont sa femme voulait bien lui permettre de disposer. Enfin arriva le samedi et en même temps le sagamore hebdomadaire. Madame Eversby se trouvait là. C'était la femme du pasteur presbytérien, et elle travaillait, les Foster, pour obtenir d'eux des contributions aux œuvres charitables.
À l'arrivée du journal, la conversation s'arrêta net du côté des Foster. Madame Eversby s'aperçut bien bientôt que ses hôtes n'écoutaient plus un mot de ce qu'elle disait. Elle se leva aussitôt et s'en alla étonnée et indignée au plus haut point. Dès qu'elle fut hors de la maison, Alec déchira avec impatience la bande du journal et elle parcourut hâtivement des yeux la colonne des décès. Déception. Tilbury n'était nulle part mentionné. Alec était chrétienne depuis son berceau. Le devoir et la force de l'habitude lui imposèrent donc une fausse attitude. Elle se raidit et dit avec une pieuse joie forcée « Soyons humblement reconnaissants qu'il ait été épargné. Oh, diable, sa sale carcasse, je voudrais. Sally, quelle honte. Mais je m'en moque, repartit l'homme furieux. Tu penses la même chose, et si tu n'étais pas si moralement pieuse, tu serais honnête et tu dirais la même chose. Sur un ton de dignité blessée, Alec répondit « Je ne sais pas comment tu peux dire des choses si injustes et si blessantes. La piété immorale n'existe pas ?» Sally eut un remords. Il voulut le cacher en essayant confusément de se disculper, et pour cela il chercha à changer la forme de ses paroles. Il avait le tort de croire qu'il pourrait apaiser son experte moitié en abandonnant la forme pour retenir le fond. Non, je ne voulais pas dire quelque chose de si affreux que cela, Alec. Je ne voulais pas dire de la piété immorale. Non, je voulais dire simplement. Eh bien, la piété conventionnelle, tu sais, la piété d'église. Mais tu sais ce que je veux dire, Alec. Quand on donne un article plaqué pour du vrai métal, tu sais penser à mal, mais par habitude invétérée, manière apprise, coutume pétrifiée, loyauté envers. Oh, empêche, je ne trouve pas les bons mots, mais encore une fois, tu sais ce que j'ai voulu dire, Alec, je n'y vois pas de mal en somme. Je vais t'expliquer. Tu vois, c'est comme si une personne. Tu en as tout à fait assez dit Alec froidement. Allez, laisse tomber le sujet. Moi, je veux bien, répondit Sally avec ferveur, en s'épongeant le front. Et une grande reconnaissance qu'il ne savait exprimer se lisait dans ses yeux. Vaincu, selon toute apparence, il était désormais convenablement maté et soumis, et aussi lut-il son pardon dans les yeux d'Alec. Le grand sujet, leur intérêt suprême, revint immédiatement sur le tapis. Rien ne pouvait le retenir bien longtemps dans l'ombre. Le couple examina ensemble le problème que posait l'absence de l'avis de décès de Tilbury. Ils l'examinèrent dans tous les sens, avec plus ou moins d'espoir, mais ils furent obligés d'en revenir par où ils avaient commencé, c'est-à-dire de reconnaître que la seule explication raisonnable de l'absence de cet avis était décidément que Tilbury n'était pas mort. Il y avait là quelque chose d'un peu triste, même d'un peu injuste peut-être. Mais la vérité était là, et il fallait l'accepter. Ils furent d'accord là-dessus. À Sally, la chose parut être une dispensation insondable, plus insondable que de raison, pensait-il. C'était bien là une des choses les plus inutilement insondables qu'il pût se remettre dans l'esprit. Il exprima cette idée avec quelque sentiment, mais s'il espérait par là faire marcher Alec, il n'y réussit point. Si elle avait une opinion, elle la garda pour elle. Les Foster n'avaient plus qu'à attendre le journal de la semaine suivante. Tilbury avait évidemment mis longtemps à mourir. Telle fut leur pensée commune. Le sujet fut donc abandonné et ils se remirent à travailler d'aussi bon cœur que possible. Maintenant, il faut dire que, sans le savoir, ils avaient tout ce temps fait tort à Tilbury. Tilbury avait tenu sa promesse, il l'avait tenue à la lettre. Il était mort comme il l'avait annoncé. Il y avait alors 4 jours qu'il était mort et il avait eu le temps de s'y habituer.
Il était entièrement mort, parfaitement mort, aussi mort que tous les habitants du cimetière. Et son décès s'était produit largement à temps pour être mentionné dans le Sagamore à cette semaine-là. Il n'avait été oublié que par accident. Ce fut un accident qui n'arrive jamais aux journaux des grandes villes, mais qui est fort commun dans les petites feuilles de village. Au moment de mettre sous presse, les confiseurs de l'endroit envoyèrent au journal une grande boîte de bonbons, et immédiatement la petite nécrologie du triste Tilbury fut remplacée par les remerciements enthousiastes du directeur. Mais dans leur précipitation, les typographes desserrèrent la colonne, et les caractères composant la notice nécrologique se trouvèrent dispersés. Sans cela, elle aurait paru dans un autre numéro, car les textes composés sont immortels dans les imprimeries de ces petits journaux. Mais une composition détruite n'est plus jamais reprise. Et ainsi, quels que puissent être les événements futurs, jamais dans le cours des siècles, le Sagamore ne devait annoncer le décès de Tilbury. 5 semaines s'écoulèrent lentement. Le Sagamore arrivait régulièrement le samedi, mais jamais il ne mentionna Tilbury Foster. La patience de Sally fut alors à bout, et il s'écria avec colère. « Oh, maudite soient ses entrailles, il est immortel !» Alec le reprit sévèrement et ajouta d'une voix solennelle et glacée. « Mais que dirais-tu si tu étais retiré brusquement de la vie, après avoir laissé échapper une telle pensée ?» Sally répondit, sans avoir suffisamment réfléchi. « Mais je m'estimerais encore heureux qu'elle me soit échappée. » Il lança cela par orgueil, voulant répondre quelque chose, mais ne trouvant rien de mieux sur le moment. Puis il s'esquiva, craignant d'être écrasé dans une discussion avec sa femme. 6 mois passèrent. Le Sagamore gardait toujours un silence obstiné sur le sort de Tilbury. En attendant, Sally avait plusieurs fois tenté de jeter une sonde, c'est-à-dire de suggérer qu'il faudrait savoir. Alex s'était montré tout à fait indifférente à ces suggestions. Sally résolut alors de réunir toutes ses forces et d'attaquer de front. Il proposa donc de se déguiser et d'aller au village de Tilbury pour y découvrir subrepticement quelles pouvaient être leurs espérances. Alex opposa ce projet dangereux avec beaucoup d'énergie et de décision. Elle dit à son mari « Mais à quoi peux-tu bien penser ? Vraiment, tu ne me laisses pas respirer. Il faut te surveiller tout le temps comme un petit enfant pour t'empêcher de marcher dans les flammes. Tu resteras exactement où tu es. » « Mais voyons, Alex, je pourrais très bien le faire sans que personne le sache, j'en suis certain. » « Sally Foster, ne sais-tu pas que pour cela il te faudrait poser des questions sur notre parent ?»« Bien sûr, mais après, personne ne se douterait de qui je suis. » « Ah, entendez-le. Un jour il faudra que tu prouves aux exécuteurs que tu ne t'es jamais informé, et alors ?» Il avait oublié ce petit détail. Il ne répondit rien, il n'y avait rien à répondre. Alec ajouta « Et maintenant, sors cette idée de ta tête et n'en pensons plus. Tilbury t'a préparé ce piège. Ne vois-tu pas que c'est un piège? Il est sur ses gardes et il compte bien que tu le laisseras prendre. Eh bien, il sera déçu, du moins, tant que je tiendrai le gouvernail, Sally. Eh bien, mais tant que tu voudras, serait-ce 100 ans. Mais ne fais jamais d'enquête, allez, promets. Je promets, dit le brave homme, avec un soupir et un contre-cœur. Alex se radoucit alors et dit « Ne sois pas si impatient, nous prospérons. Nous pouvons attendre, rien ne presse. Notre petit revenu certain augmente tout le temps. Quant à l'avenir, je n'ai pas encore fait fausse route. Cela s'empile par 1000 et 10 000.
Il n'y a pas une autre famille dans le district qui a de si belles espérances. Déjà, nous commençons à rouler dans l'abondance. Tu sais cela, n'est-ce pas? Oui, Alex, c'est cependant vrai. Alors, sois reconnaissant de tout ce que le bon Dieu a fait pour nous et cesse de te tourmenter. Tu t'imagines pas, n'est-ce pas, que nous aurions pu arriver à ces résultats prodigieux sans son secours et son aide? Non, dit-il en hésitant. Moi, je suppose que non. Puis il ajouta avec beaucoup de sentiment et d'admiration. Mais cependant, je crois du fond du cœur que tu n'as besoin d'aucune aide dans l'élaboration de tes combinaisons financières. Oh, tais-toi. Je sais bien que tu ne penses pas à mal et que tu ne cherches pas à être irrévérencieux, pauvre homme. Mais tu ne sembles pas pouvoir ouvrir la bouche sans laisser sortir des choses qui font trembler. Tu me tiens dans un perpétuel émoi. Je crains maintenant pour toi plus que pour nous tous. Autrefois, je n'avais pas peur du tonnerre, mais maintenant, quand je l'entends, je... Sa voix sombra. Elle commença à pleurer et ne put achever sa phrase. Cela alla au cœur de Sally. Il la prit dans ses bras, la caressa et la consola. Il lui promit une meilleure conduite et, tout en se réprimandant lui-même, il implora son pardon en se frappant la poitrine. Il était de bonne foi et peiné de ce qu'il avait fait. Il était prêt à n'importe quel sacrifice pour y remédier. Par conséquent, il y réfléchit longuement et profondément dans la solitude, et il se décida à faire ce qui lui paraîtrait le mieux. Il était facile de promettre de changer de conduite, il l'avait tant de fois promis déjà. Mais cela ferait-il quelque bien, et surtout un bien permanent? Non, ce ne serait que provisoire. Il connaissait sa faiblesse et l'avouait avec chagrin. Il ne pourrait pas tenir sa promesse. Il fallait trouver quelque chose de mieux et de plus sûr. Au prix de ruses fort habiles, il économisa longtemps sou par sou, et lorsqu'il eut assez d'argent, il mit un paratonnerre sur la maison. Quel miracle l'habitude ne peut-elle faire accomplir? Et comme les habitudes sont vite et facilement prises, aussi bien les habitudes insignifiantes que celles qui nous transforment complètement. Si par accident nous nous réveillons à 2 heures du matin 2 nuits de suite, nous avons raison de nous inquiéter, car un accident semblable peut créer une habitude. L'usage du whisky peu à moi pendant... Mais inutile d'insister. Nous connaissons tous ces faits ordinaires de la vie. L'habitude de bâtir des châteaux au pays des songes, l'habitude de rêver en plein jour, comme elle grandit vite. Quelle jouissance elle devient! Comme nous volons à des enchantements nouveaux et délicieux à chaque moment de loisir, comme nous aimons nos chimères, comme nous savons endormir nos âmes et nous enivrer de nos propres fantaisies trompeuses. Oh oui, et combien notre vie réelle s'en mêle et se fusionne vite et facilement avec notre vie matérielle, de telle façon que nous ne pouvons plus les distinguer l'une de l'autre. Alex s'abonna bientôt à un journal quotidien de Chicago et à l'Indicateur des finances. Douée d'un singulier flair financier, elle les étudia aussi consciencieusement toute la semaine qu'elle étudiait sa Bible le dimanche. Sally était perdue d'admiration en remarquant avec quelle sûreté se développaient le génie et le jugement de sa femme en tout ce qui concernait le soin de leurs capitaux tant matériels que spirituels. Il était aussi fier de l'avoir exploité audacieusement les affaires de ce monde que de bénéficier de la conscience avec laquelle elle savait se prémunir en vue de l'avenir éternel. Il remarqua qu'elle n'avait jamais cessé de tenir la balance égale entre ses affaires terrestres et ses affaires religieuses. Dans les deux cas, comme elle lui expliqua un jour, il s'agissait de capitaux, mais en ce qui concerne les capitaux terrestres,
Elle ne s'en préoccupait et ne les plaçait que pour les déplacer en vue de la spéculation, tandis que dans le second cas, elle plaçait ses capitaux spirituels une fois pour toutes et dans une affaire de tout repos. Ainsi, elle ne perdait pas la tête et elle savait se garantir un bon avenir, dans tous les cas et de toutes les façons. Il ne fallut que quelques mois pour former l'imagination de Sally et d'Alec. Chaque jour, l'ébullition de leur cerveau se faisait plus intense. En conséquence, Alec gagnait de l'argent imaginaire beaucoup plus vite qu'elle n'avait rêvé de pouvoir le faire au début, et l'habileté de Sally à en dépenser le surplus grandit en proportion. Alec s'était tout d'abord accordé 12 mois pour spéculer sur les charbons, tout en reconnaissant que ce délai pourrait peut-être se réduire à 9 mois. Mais c'était là un petit travail, un travail d'enfant, dû à des facultés financières qui n'avaient encore rien appris, rien expérimenté, qui ne connaissaient pas tous les perfectionnements possibles. Les perfectionnements arrivèrent bientôt. Alors les 9 mois s'évanouirent et le placement imaginaire des 10 000 $ revint triomphant avec 300 pour 1 de profit derrière lui en moins de 3 mois. Ce fut une grande journée pour les Folster. Ils en restèrent muets de joie, muets aussi pour une autre raison. Après avoir beaucoup surveillé le marché, Alec avait fait dernièrement, avec crainte et tremblement, son premier essai. Elle risqua les derniers 20 000 de l'héritage. En esprit, elle vit grimper la cote point par point, avec la possibilité constante d'une chute imprévue. À la fin, son anxiété devint trop grande. Elle était encore novice dans l'art de l'achat à découvert et non endurcie encore. Elle avait donc, par une dépêche imaginaire, donné l'ordre de vendre. Elle dit que 40 000 $ de bénéfices étaient suffisants. Et la vente fut effectuée le jour même où ils apprirent l'heureuse issue de l'affaire des charbons. Donc, ce soir-là, ils restèrent ébahis et bien heureux, tâchant de s'habituer à leur bonheur et de se faire à l'idée qu'il valait actuellement 100 000 $ en bon argent solide et imaginaire. Ce fut la dernière fois qu'Alex se laissa épouvanter par la spéculation, ou plutôt, son anxiété ne parvint plus comme cette fois-ci à troubler son sommeil et à pâlir sa joue. Ce fut vraiment une soirée mémorable. Petit à petit, l'idée qu'ils étaient riches prit profondément racine dans leurs âmes et ils se mirent à chercher des placements. Si nous avions pu voir avec les yeux de ces rêveurs, nous aurions vu leur petit cottage en bois, si gentil et si propret, faire place à une belle bâtisse en briques à 2 étages et entourée d'une grille en fer. Nous aurions vu un triple lustre accroché au plafond. Nous aurions vu l'humble devant de foyer devenir un bracelet resplendissant à 10 francs le mètre. Nous aurions vu la cheminée plébéienne remplacée par un phare orgueilleux aux portes de mica. Oh, nous aurions vu bien d'autres choses encore, par exemple le cheval, la voiture, le traîneau, le chapeau de forme et tout le reste. À partir de ce moment-là, et bien que leurs filles et les voisins n'aient toujours continué à voir que le petit cottage, ce petit cottage était devenu une maison à 2 étages pour Alec et Sally, et pas une nuit ne se passa sans qu'Alec ne se fît un grand souci des imaginaires notes de gaz et ne reçut pour toute consolation que l'insouciante réponse de Sally: « Eh bien quoi, nous pourrons toujours payer ça. » Avant d'aller se coucher ce premier soir de leur richesse, le couple décida qu'il fallait se réjouir de quelque façon. Il donnerait un grand dîner. Oui, c'était une bonne idée. Mais quelle raison donner aux enfants et aux voisins? Ils ne pouvaient songer à dévoiler le fait qu'ils étaient riches. Sally y aurait consenti, il le désirait même. Mais Alec ne perdit pas la tête et s'y opposa catégoriquement.
Elle dit que l'argent était aussi réel que s'il était dans leur coffre-fort, mais qu'il fallait attendre qu'il y fût en réalité. Elle établit sa ligne de conduite sur cette base et elle demeura inébranlable. Pour elle, le grand secret devait être gardé vis-à-vis des enfants et du monde entier. Ils furent donc très perplexes. Il fallait se réjouir, ils y tenaient à tout prix. Mais puisqu'ils devaient garder le secret, quel prétexte donner? Aucun anniversaire n'était proche. Sally, poussée à bout, s'impatientait. Mais brusquement, il eut ce qui lui parut être une magnifique inspiration. Tout leur ennui s'évanouit en une seconde. Ils pourraient célébrer la découverte de l'Amérique. C'était une idée splendide. Alec fut extrêmement fier de Sally. Elle dit qu'elle n'y aurait jamais songé. Mais Sally, bien que gonflée de joie et d'orgueil, essaya de n'en laisser rien voir et dit que c'était vrai rien, que n'importe qui aurait pu y penser. À quoi l'heureux Alec répondit avec un élan de fierté. Oh oui, certainement, certainement n'importe qui. Hosanna Dicknis, par exemple, ou peut-être Aldebert et Pistache. Oh oui. Eh bien, je voudrais bien les y voir, voilà tout. Bonté divine. S'ils arrivaient à penser à la découverte d'une île de 40 km², c'est, je parie bien, tout ce qu'ils pourraient faire. Mais pour ce qui est d'un continent tout entier, voyons, Sally Foster, tu sais parfaitement qu'il se ferait une entorse au cerveau, et même alors, il n'y arriverait pas. La chère âme, elle savait que son mari était intelligent. Et si par affection elle jugeait cette intelligence au-dessus de sa valeur, sûrement elle était pardonnable, pour une erreur si douce et aimable. La fête projetée se passa à merveille. Les amis de Foster, jeunes et vieux, étaient tous présents. Parmi les jeunes se trouvaient Flossie et Grace Pistache et leur frère Adelbert, qui était un jeune ferblantier plein d'avenir. Il y avait aussi Hosanna Dilkis, jeune, un plâtrier ayant à peine fini son apprentissage. Et depuis bien des mois, Aldebert et Hosanna s'étaient montrés très assidus auprès de Gwendolen et de Clytemnestra Foster, et les parents des deux jeunes filles en avaient témoigné leur entière satisfaction. Mais ils se rendirent compte alors que ce sentiment n'existait plus. Ils sentaient qu'une nouvelle condition financière avait élevé une barrière sociale entre leurs filles et ces jeunes ouvriers. Leurs filles pouvaient désormais regarder plus haut, c'était même leur devoir. Elles ne devaient pas viser à épouser moins qu'un homme d'affaires ou un avocat. Mais papa et maman s'en chargeraient, il n'y aurait pas de mésalliance. Néanmoins, ces projets et ces pensées demeuraient cachés et ne firent pas ombrage aux réjouissances de la fête. Tout ce que les invités purent lire sur la physionomie de leurs hôtes, ce fut un contentement calme et hautain. Leur maintien grave et digne força l'admiration et l'étonnement de tous les assistants. Tous s'en aperçurent, tous en parlèrent, mais personne n'en devina le secret. C'était un profond mystère. 3 personnes différentes firent sans malice la même remarque sur cette apparente prospérité. On dirait qu'ils ont fait un héritage. Et c'était bien vrai. La plupart des mères auraient pris en main la question matrimoniale à l'ancienne façon. Elles auraient fait un long discours solennel et sans tact, un discours fait pour manquer son but, en causant les larmes des révoltes secrètes. Et les mêmes mères auraient gardé davantage leur jeu en défendant aux jeunes ouvriers de continuer leur assiduité auprès de leurs filles. Mais la mère des petites Foster était d'une nature différente, elle était pratique.
Elle ne parla pas de la chose ni aux jeunes gens ni à personne, sauf à Sally. Il écouta et comprit. Il comprit et il admira. Il dit « Ah oui, je saisis ton idée. Au lieu de mépriser les échantillons offerts et de gratter le marché en blessant des sentiments légitimes, tu cherches simplement d'autres échantillons pour le même prix et tu laisseras faire le reste à la nature. Oui, c'est la sagesse, Alec. La sagesse solide comme un roc. Et où est ton élu? As-tu déjà jeté l'hameçon? Elle n'avait encore rien fait. Il fallait qu'ils examinent ensemble l'état de ce que Sally appelait le marché. Pour commencer, ils discutèrent le jeune Broadleach, avocat de talent, et Fulon, un jeune dentiste. Il aurait fallu que Sally les invitât à déjeuner. « Mais pas tout de suite, rien ne presse, dit Alec. Il faut les surveiller et attendre. Une grande lenteur ne nuirait jamais dans une affaire si importante. » Il arriva que cette façon de voir fut sage aussi, car avant 3 semaines, Alec fit une affaire qui porta ses imaginaires 100 000 à 400 000 de la même espèce. Pour la première fois, les Foster eurent du champagne à dîner. Pas du vrai, mais une qualité assez ressemblante pour contenter leur imagination montée. Ce fut Sally qui le proposa et Alec consentit par faiblesse. Au fond, ils étaient tous les deux troublés et honteux, car M. Foster faisait partie de la société de tempérance, et aux enterrements, il emportait les insignes. Un large baudrier qui faisait peur aux chiens. Sa femme appartenait à la Ligue des WCTV et adhérait à tout ce que cette ligne implique de vertu sans tache et de rigide sainteté. Mais voilà, la vanité des richesses commençait à se loger dans leur cœur et à y faire son travail accoutumé. Ils agissaient pour prouver une fois de plus la triste vérité démontrée déjà bien des fois dans le monde, savoir que la pauvreté surpasse tous les bons principes pour défendre l'homme contre les vices et la dégradation. Il valait désormais plus de 400 000 $. Ils reprirent la question matrimoniale. Il ne fut question ni du dentiste ni de l'avocat. Il n'y avait plus lieu, ils étaient forcément disqualifiés. Alors ils causèrent du fils du banquier et du fils du docteur. Puis comme dans le cas précédent, ils décidèrent d'attendre et de réfléchir, d'aller lentement et sûrement. La chance vient de nouveau de leur côté. Alec, toujours en éveil, vit une occasion très risquée à la vérité, mais elle eut l'audace de faire le pas. Un temps de doute, de frisson, de terrible malaise survint, car l'insuccès aurait équivalu à la ruine complète. Puis vint le résultat, et Alec, à demi morte de joie, pouvait à peine maîtriser sa voix lorsqu'elle dit à Sally « L'incertitude est passée, Sally, et nous valons 1 million. » Sally pleura de reconnaissance et dit « Oh, Electra, joyau entre toutes les femmes, chérie de mon cœur, mais nous sommes enfin libres. Nous nageons dans la richesse, nous n'aurons plus besoin de compter. Ce serait le cas ou jamais d'acheter une bouteille de vrai Veuve Clicquot. » Il sortit de l'armoire une bouteille de bière brune qu'il offrit à sacrifice en disant « Au diable la dépense !» Elle le réprimanda doucement, les yeux tout humides de joie. Ils reléguèrent le fils du banquier et le fils du docteur et s'assirent pour considérer les titres du fils du gouverneur et du fils d'un sénateur. Il serait oiseux de rapporter par le menu toutes les bonnes affaires fictives qui enrichirent si rapidement les Foster. Leurs progrès furent rapides, foudroyants, merveilleux. N'importe quelle combinaison trouvée par Alec devenait une mine d'or. Les millions s'entassèrent sur les millions,
et le pactole au flot merveilleux qui les submergeait augmentait sans cesse de volume en roulant à plein bord. Les Foster eurent successivement 5 millions, 10 millions, puis 20, 30 millions. Et où devait donc s'arrêter leur fortune? 2 années passèrent pour eux dans ce délire. C'est à peine si dans leurs rêves ils sentaient le temps passer. Ils possédaient alors 300 millions de dollars. Ils faisaient partie de toutes les grandes banques de l'État. Et bien qu'ils n'en eussent aucun souci, ils augmentaient sans cesse leurs capitaux. C'était une fois 5 millions, une autre fois 10, qui venaient tomber dans leur caisse par la force des choses. Les combinaisons, les coups de bourse leur étaient toujours favorables, profitables. Leurs 300 millions se trouvèrent doublés, puis une seconde fois, puis une troisième. Ils eurent plus de 2 milliards. Toutes ces affaires n'en étaient pas sans une certaine quantité d'écriture. À ce moment-là, la comptabilité parut s'embrouiller. Les Foster virent et comprirent qu'il serait désastreux de laisser cet état s'aggraver davantage. Ils savaient bien qu'une chose bien commencée doit être continuée avec soin dans toutes ses parties. Mais pour bien tenir leurs comptes en règle, c'était une affaire de plusieurs heures de travail par jour. Et où trouver ces heures-là? Sally vendait des pingles et du sucre tout le long du jour, et pendant ce temps, Alec faisait la cuisine, lavait la vaisselle, faisait les lits, et cela chaque jour de l'année. Bien plus, il ne réclamait pas l'aide de ses filles, car ses filles avaient à garder des mains blanches pour jouer leur rôle futur dans la haute société. Les Foster savaient, chacun d'eux savait bien qu'il n'y avait qu'une façon de trouver les 12 ou 15 heures par semaine qu'il fallait employer au compte. Mais tous deux avaient honte d'y penser, et tous deux attendaient que l'autre en parlât le premier. Enfin, Sally dit « Faudra y arriver, c'en est trop pour moi. » J'avais fait comme si j'avais dit la chose, n'importe si j'ai prononcé le mot ou non. Alec rougit, mais fut reconnaissante. Sans plus discourir, ils tombèrent dans le péché. Ils violèrent le jour du repos. Ils l'employèrent à leurs calculs. Il n'y avait que ce moyen pour ne pas se perdre dans leur registre. Et ce premier péché en appela d'autres. Il n'y a que le premier pas qui coûte. De grandes richesses constituent des tentations terribles, et elles mènent fréquemment à la perdition des gens qui n'y sont pas habitués. Donc les Foster se plongèrent dans le péché et profanèrent le saint jour. Ils se mirent au travail avec acharnement et compulsèrent leur portefeuille. Quelle magnifique liste de valeurs! Les chemins de fer, les transatlantiques, les pétroles, les câbles interocéaniens, les De Beers, les cuivres, l'acier. 2 milliards! Et tout excellemment placé en des affaires sûres, en des entreprises connues, prospères, donnant de gros intérêts et des dividendes superbes. Le revenu était de 120 millions par an. Alec, à ce résultat, poussa un long soupir de joie et dit « Est-ce assez? Oh oui, Alec. Alors que faut-il faire maintenant? Oh, tout arrêter. Se retirer des affaires? C'est cela, c'est cela. Moi, je suis de cet avis. Le gros travail est achevé. Il nous faut prendre un long repos et jouir de notre argent. Parfait. Dit Alec. Quoi donc, chérie? Combien pouvons-nous dépenser de notre revenu? Tout. À ce mot, son mari se sentit débarrassé d'un énorme fardeau. Il ne répondit pas un mot, il était trop heureux pour le manifester en paroles. Dès lors, ils continuèrent à violer le jour de repos chaque semaine.
Ce n'est que le premier pas qui coûte, hélas, répétons-le. Chaque dimanche, ils passaient la journée tout entière à élaborer les plans des différentes choses qu'ils feraient pour dépenser leurs revenus. Et ils ne s'arrêtaient dans ces délicieuses occupations que fort avant dans la nuit. À chaque séance, Halleck mettait des millions à la disposition des grandes œuvres philanthropiques et religieuses, et Sully employait autant de millions à des affaires auxquelles il donna des noms dans le commencement, mais dans le commencement seulement, car par la suite il les rangea toutes sous la catégorie commode et complète de dépenses diverses. Ces occupations furent la cause de sérieuses dépenses en pétrole. Pendant quelque temps, Halleck en fut un peu ennuyée. Puis, après quelques semaines, elle cessa d'en prendre souci, car elle n'en eut plus le prétexte. Elle fut seulement peinée, affligée, honteuse, mais elle ne dit rien. C'était si peu de chose. En réalité, Sully prenait ce pétrole au magasin. Il se faisait voleur. Oh, il en est toujours ainsi. De grandes richesses aux personnes qui ont été pauvres sont de terribles tentations. Avant que les Foster ne devinssent riches, on pouvait leur confier 1 litre de pétrole. Mais maintenant, jetons un voile sur ces petites faiblesses de leur conscience. Du reste, du pétrole aux pommes, il n'y a pas loin. Sully rapporta quelques pommes, puis un morceau de savon, puis 1 livre de sucre. Oh, comme il est facile d'aller du mal au pire, lorsqu'une fois on est parti du mauvais pied. Entre-temps, d'autres événements avaient marqué le chemin où les Foster couraient avec leur fortune. Leur irréelle maison de briques avait fait place à un magnifique château de pierre de taille, couvert d'ardoises. Peu après, ce château lui-même devint trop petit. D'autres demeures s'élevèrent, royales et étonnantes, toujours plus hautes, plus grandes, plus belles, et chacune à son tour fut abandonnée pour un palais plus vaste encore, et d'une architecture plus merveilleuse. En ces derniers jours, nos rêveurs venaient de faire construire le château idéal. Il s'élevait dans une région lointaine, sur une colline boisée au-dessus d'une vallée sinueuse, où une rivière déroulait ses méandres gracieux. Tout le pays lui servait de parc. C'était bien le palais des amants du rêve. Toujours animé par de nombreux hôtes de distinction, cette splendide demeure se trouvait à l'Orient, vers Newport Rhode Island, en pleine terre sainte de l'aristocratie américaine. D'habitude, ils passaient une grande partie de leur dimanche dans cette magnifique demeure seigneuriale, et le reste du temps, ils allaient en Europe, ou faisaient quelques délicieuses croisières dans leur yacht étincelant. 6 jours de vie basse et matérielle, étroite et mesquine, et le 7e jour, tout entier, passé en pleine cité des songes. Ainsi s'était ordonnée leur existence. Et dans leur vie de la semaine, durant les 6 jours de travail vulgaire, ils demeurèrent diligents, soigneux, pratiques, économes. Ils continuèrent à faire partie de leur petite église presbytérienne et à travailler pour elle et pour le succès des dogmes austères qu'elle enseignait. Mais dans leur vie de rêve, ils n'obéissaient plus qu'à leurs fantaisies, quelles qu'elles fussent, et même si elles étaient changeantes. En cette question d'église, les fantaisies d'Halleck ne furent pas très désordonnées ni bien fréquentes. Mais celles de Sully firent compensation. Halleck, dans son existence imaginaire, s'était rallié tout de suite à l'église épiscopale dont les attaches officielles l'attiraient. Mais peu après, elle entra dans la haute église à cause du grand luxe de cérémonies et enfin, elle se vit catholique pour la même raison. Les libéralités des Foster commencèrent dès le début de leur prospérité, mais à mesure que croissait leur fortune,
Elle devint extraordinaire, énorme. Alec bâtissait une ou deux universités par-ci-manche, un hôpital ou deux aussi, quelques églises, très souvent même une cathédrale. Une fois, Sally s'écria gaiement, mais sans avoir bien réfléchi. Il faut qu'il fasse froid pour qu'un jour se passe sans que ma femme n'envoie un bateau chargé de missionnaires pour décider ces excellents Chinois à troquer leur confucianisme contre le christianisme. Cette phrase, peu courtoise et ironique, blessa les sentiments profonds d'Alec, et elle se retira en pleurant. Oh, cela le fit rentrer en lui-même et lui alla au cœur. Dans sa triste honte, il aurait donné des mondes pour que cette malencontreuse phrase ne lui fût pas venue à la bouche. Elle n'avait formulé aucun blâme, et cela le mettait encore plus mal à l'aise. Une telle situation pousse fatalement un retour sur soi-même. Ne l'avait-il pas attristé déjà d'autrefois? Ce silence généreux qu'elle lui avait seul opposé l'angoissa plus que tout. Et reportant ses pensées sur lui-même, il revit défiler devant lui, en procession lamentable, les tableaux de sa vie depuis l'origine de leur fortune. Et comme les souvenirs revenaient en foule, il sentit que ses joues s'empourpraient de honte et qu'il n'était plus avili qu'il l'aurait cru. L'existence de sa femme, qu'elle était belle, toute semée de généreuses actions, toute tendue vers les choses idéales. Et la sienne, qu'elle était frivole, égoïste, vide, ignoble, et tout orientée vers les plus bas et vils soucis. Jamais il n'avait fait un pas vers le mieux, mais quelle descente vertigineuse vers le pire. Il compara ses propres actes avec ceux de sa femme, et il s'indigna de s'être moqué d'elle, lui. Ah, c'était bien à lui de reprocher quelque chose à sa généreuse Alec. Que pouvait-il dire? Qu'avait-il fait jusqu'à présent? Voici, lorsqu'elle bâtissait sa première église, lui, il fondait avec d'autres multimillionnaires blasés un poker club où il perdait des centaines de mille dollars. Et il était fier de la célébrité que cela lui amenait. Lorsqu'elle bâtissait sa première université, que faisait-il? Il menait une vie de dissipation et de plaisirs secrets dont le scandale avait été grand. Lorsqu'elle fondait un asile pour les infirmes, que faisait-il? Hélas, lorsqu'elle établissait les statuts de cette noble société pour la purification des sexes, que faisait-il? Oui, vraiment, que faisait-il? Et lorsqu'elle se fit accompagner de toutes les WCTU pour briser les flacons de la pernicieuse liqueur, lui, que faisait-il? Ivre 3 fois par jour. Enfin, au moment où cette femme allait au grand cœur, qui avait bâti plus de 100 cathédrales et était reçue avec grand honneur par le pape et recevait la rose d'or qu'elle avait si bien gardée et gagnée, lui, où était-il? Il faisait sauter la banque à Monte-Carlo. Il s'arrêta. Il n'eut pas la force d'aller plus loin. Il ne pouvait pas supporter tous ces affreux souvenirs. Il se leva soudain. Une grave résolution s'affirmait en lui. Tous ses secrets devaient être révélés, toutes ses fautes devaient être confessées. Il ne mènerait plus une vie à part. Et il allait d'abord droit à elle pour lui dire tout. C'est ce qu'il fit. Il lui raconta tout. Il pleura sur son sein, il sanglota, gémit et implora son pardon. Ce fut pour elle une bien dure minute, et le choc qu'elle éprouva fut d'une violence inouïe. Elle blêmit et chancela, mais elle se reprit. Après tout, n'était-il son mari, son bien, son tout, le cœur de son cœur, l'amour de ses yeux, le sien à elle depuis toujours et en toutes choses? Elle lui pardonna. Elle sentit cependant qu'il ne serait plus jamais pour elle tout ce qu'il avait été jusqu'alors.
Elle le savait qu'il pouvait se repentir, mais non se réformer. Mais encore, tout avili et déchu qu'il fût, n'était-il pas son tout, son unique, son idole, son amour? Elle lui dit qu'elle n'était que son esclave et lui ouvrit tout grand ses bras. Quelque temps après ces événements, les époux Foster étaient mollement étendus sur des fauteuils à l'avant de leur yacht de rêve qui croisait dans les mers du Sud. Ils gardaient le silence, chacun d'eux ayant fort à faire avec ses propres pensées. Ces longs silences étaient devenus de plus en plus fréquents entre eux, et leur vieille et familière camaraderie qui leur faisait se partager toutes leurs idées s'était insensiblement évanouie. Les terribles révélations de Sally avaient fait leur œuvre. Alec avait fait de terribles efforts pour en chasser le souvenir, mais elle n'avait pas réussi à s'en débarrasser, et la honte et l'amertume qu'elle avait ressenties à ces tristes aveux demeuraient dans son âme, empoisonnant peu à peu sa noble vie de rêve. Elle s'apercevait maintenant, le dimanche, que son mari devenait un être arrogant et fourbe. Elle ne voulait pas le voir, et aussi tâchait-elle de ne pas lever les yeux sur lui le dimanche. Mais elle-même ne méritait-elle aucun blâme? Hélas, elle savait bien ce qui en était. Elle avait un secret pour son mari. Elle n'agissait pas loyalement envers lui, et cela lui causait une grande angoisse. Elle n'avait pas osé lui en parler. Elle avait été tentée par une occasion exceptionnelle qui se présentait de mettre la main sur l'ensemble des chemins de fer et des mines de tout le pays. Et elle s'était remise à la spéculation, et elle avait risqué leur fortune entière. Maintenant, elle tremblait tout le jour, chaque dimanche, de laisser percer son inquiétude. Elle avait trahi la confiance de son mari, et dans son misérable remords, elle se sentait remplie de pitié pour lui. Elle le voyait là, devant elle, tout heureux, satisfait et confiant en elle. Jamais il n'avait eu le moindre soupçon. Et elle se désespérait en elle-même à penser qu'une calamité formidable où sombrerait toute leur fortune ne donnait maintenant qu'un fil. Dis donc, Alec! Cette interruption soudaine de son rêve, causée par l'appel de son mari, lui fut un soulagement. Elle lui en fut reconnaissante et quelque chose de son ancienne tendresse perça dans le ton de sa douce réponse. « Eh bien, chérie, sais-tu, Alec, je pense que nous nous sommes trompés. Enfin, c'est-à-dire que tu t'es trompé. Je parle de cette affaire de mariage. » Il s'assit, se cala bien dans un grand fauteuil et continua vivement. « Considère bien tout. Voilà plus de 5 ans que cela traîne. Tu as toujours agi de la même façon depuis le commencement. À mesure que nous devenions plus riches, tu as élevé tes prétentions. Et toutes les fois que je m'imagine avoir bientôt à préparer les noces, tu aperçois un meilleur parti pour tes filles. Et je n'ai plus qu'à rengainer mes préparatifs avec mon désappointement. Je crois que tu es trop difficile. Quelques jours, nous nous en repentirons. Bon, d'abord, nous avons écarté le dentiste et l'avocat. Cela, c'était parfait et nécessaire. Ensuite, nous avons écarté le fils du banquier et l'héritier du marchand de porc salé. C'était encore très bien. Puis nous avons écarté le fils du gouverneur et celui du sénateur. Parfait encore, je l'avoue. Ensuite, c'est le fils du vice-président et celui du ministre de la guerre que nous avons mis de côté. Bien, très bien, car les hautes positions occupées par leur père n'ont rien de stable. Alors tu es allé à l'aristocratie, et j'ai cru qu'enfin nous touchions au but. Nous allions nous allier avec l'un des représentants de ces vieilles familles, si rares et si vénérables, dont la lignée remonte à 150 ans au moins, et dont les descendants actuels sont bien purifiés de toute odeur de travail manuel. Mais je le croyais, et je m'imaginais que les mariages allaient se faire, n'est-ce pas? Mais non.
car aussitôt tu as songé à deux vrais aristocrates d'Europe, et de ce moment, adieu nos meilleurs et plus proéminents compatriotes. Oh, j'ai été affreusement découragé, Alec. Et puis après cela, quelle procession! Tu as repoussé des baronnets pour des barons pour des vicomtes pour des comtes pour des marquis pour des ducs. Maintenant, Alec, il faut s'arrêter. Tu as été jusqu'au bout. Nous avons maintenant 4 ducs sous la main. Ils sont tous authentiques et de très ancienne lignée, tous perdus de dettes. Ils veulent d'énormes dots, mais nous pouvons leur passer cela. Alors, Alec, le moment est venu. Présentons-les aux petites et qu'elles choisissent. Alec avait souri tranquillement dès le début de ce long discours, puis une lueur de joie, de triomphe presque, avait illuminé ses yeux. Enfin, elle dit aussi calmement que possible: Sally, que dirais-tu d'une alliance royale? Ô prodige, ô pauvre homme! Il fut si sot devant une pareille interrogation qu'il resta un moment la bouche ouverte en se passant la main sur l'oreille comme un chat. Enfin il se reprit, se leva et vint s'asseoir aux pieds de sa femme. Il s'inclina devant elle avec tout le respect et l'admiration qu'il avait autrefois pour elle. Par Saint-Georges, s'écria-t-il avec enthousiasme, Alec, mais tu es une femme supérieure entre toutes. Je ne saurais me mesurer à toi. Oh, je ne pourrais jamais apprendre à sonder les pensées profondes. Je croyais pouvoir critiquer des façons de faire. Moi, j'aurais bien dû penser que tu savais ce que tu faisais et que tu préparais quelque chose de grandiose. Pardonne-moi, et maintenant, comme je brûle d'apprendre les détails, parle, ou je ne te critiquerai plus de ma vie. Sa femme, heureuse et flattée, approcha ses lèvres de l'oreille de Sally et chuchota le nom d'un prince régnant. Il en perdit la respiration et son visage se colora. Ciel, s'écria-t-il, mais il a une maison de jeu, une potence, un évêque, une cathédrale, tout cela à lui. Il perçoit des droits de douane, c'est le plus sélect principauté de l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de territoire, mais ce qu'il a est suffisant. Il est souverain, c'est l'essentiel. Le territoire ne signifie rien. Alec le considérait avec des yeux brillants. Elle se sentait profondément heureuse. Elle dit: Pense, Sally, c'est une famille qui ne s'est jamais alliée hors des maisons royales ou impériales d'Europe. Nos petits-enfants s'assiéront sur des trônes. Mais il n'y a rien de plus certain dans le ciel ni sur la terre, Alec. Ils tiendront des sceptres aussi, avec autant d'aisance, de naturel, de nonchalance, que moi ma canne de jonc. C'est une grande, une merveilleuse affaire, Alec. Est-il bien pris, au moins? Ne peut-il nous faire faux bon? Tu le tiens? N'aie pas peur. Repose-toi sur moi pour cela. Il est attaché, il a les mains liées. Il est notre débiteur. Il est à nous, corps et âme. Mais occupons-nous, si tu veux, du second prétendant. Qui est-ce, Alec? Son Altesse royale, Sigismond Siegfried Lauenberg Ditzlinfeld, Schwarzwaldenberg de Burgwurst, grand-duc héritière de Katzenjammer. Oh non, tu veux plaisanter. Il s'agit de lui. Aussi vrai que je suis là devant toi, je t'en donne ma parole. Sally restait suffoquée de surprise. Il saisit les mains de sa femme et les pressa longtemps entre les siennes. Enfin, il reprit avec enthousiasme. Oh, comme tout cela est merveilleux et étonnant! Voici maintenant que nous allons faire régner nos descendants sur la plus ancienne des 364 principautés allemandes et sur l'une des 3 ou 4 à qui Bismarck laissa une indépendance relative en fondant l'unité de l'Empire.
Je connais cette petite capitale. Ils ont un fort et une cavalerie armée permanente, de l'infanterie et de la cavalerie, 3 hommes et un cheval. Alec, oh, nous avons longtemps attendu, nous avons souvent été déçus et avons dû différer nos projets, mais maintenant, oh, Dieu sait que je suis pleinement, parfaitement, absolument heureux. Heureux envers toi, ma chérie, qui a préparé ce beau triomphe. À quand la cérémonie? Dimanche prochain. Bien. Oh, nous allons donner à ce double mariage un éclat incomparable. Ce n'est que convenable, étant donné le prestige des fiancés. Maintenant, autant que je peux savoir, il n'y a qu'une forme de mariage qui soit exclusivement royale, c'est la forme morganatique. Sera-ce un mariage morganatique? Que veut dire ce mot, Sally? Oh, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il ne semble pas qu'au sujet des unions des rois ou des princes. Alors, ce sera morganatique. Bien mieux, je l'exigerai. Il y aura un mariage morganatique au point. Au point du tout. Bravo, Alec. Voilà tout arrangé, s'écria Sally en se frottant les mains. Ce sera la première cérémonie de ce genre en Amérique. Tout New York en sera malade. Les deux époux retombèrent dans le silence, tout occupés, chacun à part eux, à parcourir l'Europe, en invitant les têtes couronnées et leurs familles aux merveilleuses fêtes qu'ils allaient donner pour les noces de leur fille. Durant 3 jours, les Foster ne vécurent plus que dans les nuages. Ils n'étaient plus que très vaguement conscients des choses et des gens qui les entouraient. Ils voyaient les objets confusément, comme au travers d'un voile. Leurs âmes étaient demeurées au pays des rêves et ne savaient plus revenir au monde des réalités. Ils n'entendaient pas toujours les paroles qu'on leur adressait, et quand ils entendaient, très souvent ils ne comprenaient pas. Alors ils répondaient très vaguement ou à côté. À son magasin, Sally vendit des étoffes au poids, du sucre au mètre et donnait du savon quand on lui demandait des bougies. À la maison, Alec mettait son chat dans l'armoire et offrait du lait à une chaise. Tous ceux qui les approchaient étaient étonnés et s'en allaient en murmurant « Mais qu'est-ce que les Foster peuvent donc avoir ?» 3 jours, puis les événements se précipitèrent. Les choses avaient pris une tournure favorable et pendant 48 heures, l'imaginaire coup d'audace d'Alec parut tout près de réussir. Les valeurs montaient en bourse. Encore un point, encore un autre. Elles eurent 5 points de surplus. Elles en eurent 15, elles en eurent 20. Alec faisait plus que doubler ses innombrables millions. Elle dépassait 4 milliards. Et les agents de change imaginaires lui téléphonaient sans trêve. « Vendez, vendez, pour l'amour du ciel, vendez maintenant !» Elle apporta ces splendides nouvelles à son mari, et lui aussi s'écria « Vends, mais vends vite maintenant, on ne te laisse pas affoler, n'attends plus, vends, vends !» Mais elle ne voulut rien entendre. Elle opposa à toutes les objurgations sa volonté et déclara qu'elle voulait encore 5 points de plus-value. Cette obstination lui fut fatale. Le lendemain même survint la fameuse débâcle, la débâcle unique, historique, la débâcle. Tout Wall Street fut ruiné. Des multimillionnaires mendièrent leur pain. Alec tint bravement tête à l'orage et tâcha de dominer la panique aussi longtemps que possible. Mais à la fin, elle fut impuissante à conjurer le désastre, et ses agents imaginaires lui télégraphièrent qu'il ne lui restait rien. Alors, mais seulement alors, son énergie toute virile l'abandonna, et elle redevint une faible femme. Elle passa les bras autour du cou de son mari et dit en pleurant « Je suis coupable, impardonnable.
Je ne puis le supporter. Nous sommes pauvres, pauvres, et moi je suis si malheureuse. Les noces de nos filles ne se feront pas. Tout est fini. Nous ne saurions même plus acheter le dentiste maintenant. Sally avait sur les lèvres un amer reproche. Je t'avais prié de vendre, mais il se contint. Il ne se sentit pas le courage de dire des choses dures à sa pauvre femme brisée et repentante. Au contraire, une noble pensée lui vint, et il dit « Courage, mon Alec, et tout n'est pas perdu. En réalité, tu n'as pas risqué un sou de l'héritage, mais tu as seulement beaucoup gagné et beaucoup perdu en opérations fictives. Courage, les 30 000 $ nous restent, ils sont intacts. Et ton incomparable jugement financier, aidé de l'expérience acquise, nous aura bientôt rendus aussi riches qu'auparavant. Et pense à ce que tu seras capable de faire dès maintenant. Les mariages ne sont pas impossibles, ils sont simplement remis. » Ce furent paroles bénies. Alec en reconnut la vérité, elle revint la tête. Ses larmes cessèrent et elle sentit une nouvelle et noble ardeur envahir son âme. D'une voix presque joyeuse et sur un ton prophétique, elle s'écria « En tout cas, je proclame… » Un coup frappé à la porte l'interrompit. C'était le propriétaire et directeur du Sagamore. Il avait dû venir voir un parent éloigné qui était près de sa fin, et pour ne pas oublier ses intérêts malgré son chagrin, il était venu frapper à la porte des Foster, qui s'étaient trop absorbés en d'autres préoccupations, qu'ils avaient négligé de payer leur abonnement depuis 4 ans. Ils devaient 6 $. Nul visiteur ne pouvait être accueilli avec plus de joie. Il allait pouvoir dire tout ce qui concernait l'oncle Tilbury et l'état de sa santé. Naturellement, les Foster ne voulaient ni ne pouvaient lui poser à ce sujet aucune question directe, sous peine de manquer à leur engagement sacré. Mais ils pouvaient tâcher d'amener la conversation tout près du sujet brûlant et espérer d'obtenir quelques renseignements spontanés. Tout d'abord, cela n'amena aucun résultat. L'esprit obtus du journaliste ne se rendit compte de rien. Mais à la fin de la visite, le hasard fit ce que la ruse n'avait pas su provoquer. Pour illustrer une affirmation qui avait sans doute besoin de ce soin, le directeur du Sagamore s'écria « Terre du ciel, c'est juste, comme disait Tilbury Foster. » Ce nom fit tressauter les Foster. Le journaliste s'en aperçut et dit en s'excusant « Bon, je vous demande pardon. Oh, je ne mettais aucune mauvaise intention dans cette phrase, je vous assure. Un parent, peut-être ?» Sally rassembla tout son courage, et arrivant à se dominer par un grand effort, il répondit d'un ton indifférent « Un parent, bien non, pas que je sache, mais nous avons entendu parler de lui. » Le directeur, heureux de n'avoir pas blessé un abonné, reprit contenance. Sally ajouta « se porte-t-il bien ?»« Bien, Dieu vous bénisse. Il est en enfer depuis 5 ans. » Les Foster tressaillirent de douleur, mais il leur sembla que c'était de joie. Sally reprit « Ah bien, telle est la vie. Nous devons tous la quitter, les riches aussi bien que les autres. » Le directeur se mit à rire. « On n'y comprenait pas Tilbury, dit-il. Il est mort sans le sou. Il a été enterré aux frais de la commune. » Les Foster demeurèrent pétrifiés pendant 2 minutes. Alors, la face toute blanche, Sally reprit d'une voix faible. « Est-ce vrai? Êtes-vous sûr que ce soit vrai? » « Oh, certes, j'ai été obligé de m'occuper des formalités, parce que Tilbury, qui n'avait pour tout plus rien qu'une brouette, me l'avait légué.
Et notez que cette brouette n'avait plus de roue. Depuis, cela m'a obligé à écrire une sorte d'article nécrologique sur le défunt, mais la composition de cet article fut détruite parce que les Foster n'écoutaient plus. Ils en avaient assez. Ils n'avaient plus besoin de renseignements. Ils ne pouvaient en supporter davantage. Ils restaient là, la tête penchée, morts à toute chose, sauf à leur souffrance aiguë. 1 heure après, ils étaient toujours à la même place, leur tête baissée, silencieux. Leurs visiteurs étaient partis depuis longtemps sans qu'ils y eussent prêté la moindre attention. De temps à autre, ils hochaient la tête à la façon des vieillards, d'une manière dolente et chagrine. Puis ils se mirent à bavarder d'une manière puérile et à prononcer des paroles sans suite. Par moments, ils retombaient dans leur silence profond. Ils semblaient avoir oublié tout le monde extérieur. Quelquefois, au moment où ils rompaient le silence, ils avaient une vague conscience d'avoir été frappés par une grande douleur, et alors ils se caressaient mutuellement les mains en signe de compassion réciproque, et comme pour se dire l'un à l'autre « Je suis près de toi, je ne t'oublie pas, nous supporterons le malheur ensemble. Quelque part il doit y avoir le repos et l'oubli, quelque part nous trouverons la paix et le sommeil. Sois patient, ce ne sera plus bien long. » Ils vécurent encore 2 ans, perdus dans la même nuit de la pensée, dans les mêmes rêves vagues et chagrins et presque toujours silencieux. Enfin, ils moururent tous deux le même jour. Quelques semaines avant cette heureuse délivrance, une lueur de conscience revint au cerveau ruiné de Sally, et il dit « De grandes richesses acquises tout d'un coup et sans peine ne sont que du prix. Elles ne nous ont pas rendus meilleurs, mais nous ont donné la fièvre des plaisirs. Et pour elles, nous avons renoncé à notre simple, douce et heureuse existence. Cela sert d'avertissement aux autres. » Il s'arrêta et ferma les yeux. Alors, comme la douleur envahissait de nouveau son âme et qu'il retombait dans l'inconscience, il murmura « L'argent l'avait rendu misérable et il s'est vengé sur nous, qui ne lui avions rien fait. Voilà ce qu'il voulait. Il ne nous a laissé que 30 000 $ afin que nous serions tentés d'augmenter cet argent en spéculant. Et par là, il voulait ruiner nos âmes. Sans qu'il lui coûtât plus, il aurait pu nous laisser une bien plus grosse somme, de façon que nous n'aurions pas été tentés de l'augmenter. Mais s'il avait été moins méchant, c'est ce qu'il aurait fait. Mais il n'y avait en lui aucune générosité, aucune pitié, aucune